Alors nous avons la chance dans la communauté Alzheimer d'avoir un philosophe. Alors j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres dans la salle qui ont la philosophie au cœur et en tête. Et vraiment merci à Fabrice Zil, donc qui est avec des responsabilités, vous le verrez sur le programme, à la Fondation Médéric Alzheimer, mais depuis des années, au niveau de la philosophie posée sur les questions de l'Alzheimer, nous avons une grande voix. Et merci de nous accompagner. Il n'y a pas une décision qu'on prend sans consulter Fabrice Zil. Et 10 minutes après l'envoi de l'email, on a déjà la réponse. Voilà, je vous demande de l'applaudir parce qu'il nous fait beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ne croyez pas un mot de ce que dit Emmanuel. Il se venge de l'éloge que lui a fait subir Catherine à l'instant. Je vais faire un peu de philosophie, effectivement, mais pas de la philosophie hors sol. Je vais essayer de traiter un aspect bien particulier de la question qui occupe ces 2 journées et d'adopter un regard qui ne soit pas trop surplombant. Je vais commencer par une distinction conceptuelle, parce que, comme a commencé à le dire Armel, exercer sa faculté de choix, décider, c'est exercer son autonomie. Et cette notion d'autonomie est problématique parce qu'elle a plusieurs sens. Je ne sais pas si je sais me servir de cette manette. On va voir. La réponse est non. Time. Alors, diapo suivante, si quelqu'un peut le faire. Alors, sinon, j'y vais sans, puis vous me rattraperez. Donc, cette autonomie, cette notion d'autonomie est très équivoque, très polysémique. Je vais distinguer 3 sens. En un premier sens, l'autonomie a d'abord une signification fonctionnelle. C'est ce qu'une personne sait ou peut encore faire, les actes nécessaires à l'existence qu'elle est capable d'effectuer seule, comme se déplacer, se préparer à manger, se souvenir qu'il faut s'alimenter, ou savoir comment appeler un taxi si elle ne peut plus conduire. Autonomie fonctionnelle. En un deuxième sens, l'autonomie a une signification morale, c'est mener une vie conforme à ses propres valeurs, à ses propres convictions, c'est poser soi-même les principes qui devraient gouverner son existence. Cette autodétermination, qu'on appelle parfois autonomie de la volonté ou gouvernement de soi, a pour contraire ce que Kant appelait l'hétéronomie, le fait de ne pas obéir à sa propre loi. Enfin, troisième sens, l'autonomie désigne, mon sauveur, désigne... Ah, c'est pas moi, ça me rassure. Mais je peux vous faire signe, et puis... Hein, j'en ai... 2. D'accord, je recommence. D'accord. Vous nous excusez, hein, comme on filme, il y aura beaucoup de gens qui vont voir l'ensemble de la séance. Alors, on n'est pas à France 2 en train de faire une émission différée, mais je trouve qu'il vaut mieux recommencer, hein, si ça ne vous dérange pas. D'abord, ça vous permettra de rentrer nouveau dans le fil de la pensée, mais ça ne dérange pas. Je vais essayer. Voilà. Vous me direz si vous préférez la première version. Parce que, voilà. Donc, je vais commencer par une distinction conceptuelle, tout simplement. L'autonomie peut s'utiliser. Je suis troublé, je recommence complètement. Merci. La notion d'autonomie est très polysémique. Elle s'entend en au moins 3 sens. Son premier sens, le plus évident, c'est l'autonomie au sens fonctionnel. C'est ce qu'une personne peut encore faire, ce qu'elle sait faire, les actes nécessaires à l'existence qu'elle est capable d'effectuer seule, se déplacer, se préparer à manger, se souvenir qu'il faut s'alimenter, ou savoir comment appeler un taxi si elle ne peut plus conduire. Deuxième sens, le sens un peu plus philosophique, c'est l'autonomie morale. C'est mener une vie conforme à ses valeurs et à ses convictions, poser soi-même les principes qui devraient gouverner son existence. Cette autodétermination, qu'on appelle parfois autonomie de la volonté, gouvernement de soi, s'oppose à ce que Kant appelait l'hétéronomie. Troisième sens, elle désigne plutôt le pouvoir d'action de l'individu dans la société, le pouvoir d'agir dont il jouit effectivement dans une société donnée, ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il a les moyens de faire. Cette autonomie, que j'appellerais sociétale, peut par exemple être limitée si des restrictions sont mises à sa liberté d'aller et venir, si l'individu ne peut pas exercer toutes les prérogatives qui sont normalement celles d'un citoyen, ou si des contraintes socio-économiques réduisent l'éventail des choix qu'il peut faire, bref, si quelque chose entrave sa participation à la vie de la cité. Les notions de choix et de décision semblent renvoyer prioritairement au deuxième sens de l'autonomie, à son sens moral ou philosophique. C'est donc de cette dimension-là que je voudrais partir,
l'autonomie comme autodétermination. Notez que en ce sens-là, l'autonomie est à la fois un fait et une valeur. C'est un fait parce qu'il y a des moments où l'on est l'artisan de sa propre vie, et il y en a d'autres, comme dit Jeanne Moreau, où on est emporté par le tourbillon de la vie. Et puis c'est aussi une valeur parce qu'on considère que gouverner sa vie, qu'être autonome, gouverner sa vie, c'est un bien et qu'il faut respecter le droit de chacun à se déterminer par lui-même. Et puis il y a des situations où l'autonomie est fragilisée. C'est la raison pour laquelle le principe d'autonomie ou principe de respect des personnes distingue deux situations. Selon ce principe, je cite, « Les personnes capables d'autonomie doivent être traitées comme des agents autonomes. Les personnes dont l'autonomie est réduite doivent être protégées. » Les deux questions que je vais donc me poser sont les suivantes. Peut-on, et si oui, comment, évaluer rigoureusement si une personne est capable d'autonomie, et en particulier si elle est capable de se décider ? Deuxièmement, est-ce qu'on peut, et si oui, comment, respecter l'autonomie d'un individu dont les capacités décisionnelles sont fragilisées ? Ce dont je vais essayer de vous convaincre au cours de cet exposé, c'est qu'une évaluation rigoureuse des capacités décisionnelles est possible et parfois indispensable, que la capacité d'autonomie ne se réduit pas à la compétence décisionnelle, qu'on peut respecter et même promouvoir l'autonomie des personnes malades, même quand elles ne peuvent plus décider seules. Troisièmement, que pour cela, il ne faut pas considérer les trois sens de l'autonomie que j'ai distingués comme des choses différentes, mais comme trois dimensions d'une seule et même chose. Alors, comment déterminer si une personne est capable de prendre les décisions qui la concernent ? Cette question se pose dans des contextes très différents. Par exemple, quand un médecin se demande si sa patiente est réellement capable d'accepter ou de refuser le traitement qu'il lui propose, quand une assistante sociale se demande si une personne voulant rentrer chez elle et non pas aller en maison de retraite est encore capable de choisir son lieu de vie, ou quand les élections approchent et que la directrice d'une maison de retraite se demande qui, parmi ses résidents, est encore en capacité d'aller voter. La réponse qu'on donne à ces questions, c'est un point important, la réponse qu'on donne à ces questions est lourde de conséquences, car il en va simplement du droit de la personne à prendre elle-même les décisions qui la concernent. Selon que vous considérez qu'elle est encore capable de décider, vous la laissez ou vous ne la laissez plus prendre les décisions elle-même. À ce sujet, il y a un consensus au moins théorique sur 3 points. D'abord, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Anglès-Doriac, il faudrait accepter aux personnes une présomption de compétence. Toute personne, même si elle a une maladie d'Alzheimer, même si elle est sous tutelle, est réputée compétente, capable de décider jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, les capacités décisionnelles varient considérablement en fonction du contexte et de la complexité de la décision qui est à prendre. Par conséquent, il ne faudrait jamais se demander si Madame X est encore capable de décider dans l'absolu. Il faudrait toujours se demander quelle décision elle est encore capable de prendre et à quelles conditions. Enfin, la capacité à décider est une aptitude particulière dont on sait qu'elle est mal évaluée par les échelles cognitives globales, comme le MMS, et qu'il faudrait par conséquent l'évaluer avec des instruments ad hoc, des instruments spécifiques. Des chercheurs, essentiellement américains, travaillent depuis plus de 20 ans à produire des critères de la capacité décisionnelle et des instruments spécifiques pour l'évaluer. Pour élaborer ces critères, ils ont procédé de manière originale. Ils ne sont pas allés interroger des philosophes ou des psychologues, ils ont consulté la jurisprudence de leur pays. Dans la jurisprudence américaine, pour qu'un individu soit reconnu compétent, il faut et il suffit que 4 conditions soient remplies. Que la personne comprenne la situation, qu'elle l'apprécie correctement, qu'elle aperçoive les conséquences prévisibles de chaque option et qu'elle exprime un choix. Vous voyez à l'écran 2 exemples de questionnaires standardisés élaborés sur la base de ces critères. À gauche, l'ACE, conçu pour aider les médecins à déterminer si un patient est capable de prendre une décision médicale le concernant. À droite, l'UBAC, conçu pour aider les chercheurs à déterminer si un participant potentiel à une étude est capable de consentir à son inclusion dans le protocole de recherche. Dans les 2 cas, on pose à la personne une série de questions, par exemple dans l'UBAC. Après l'avoir informée sur le protocole, on s'assure qu'elle comprend qu'il s'agit d'une recherche et pas de soins courants, qu'il n'est pas sûr qu'elle tire un bénéfice de sa participation à l'étude, qu'elle peut refuser de participer et qu'elle ne sera pas alors pénalisée. On demande aussi à la personne ce qui la motive à participer à l'étude et on s'assure qu'elle comprend les risques et les bénéfices potentiels liés à sa participation. Un grand nombre d'instruments de ce type ont été élaborés et validés dans le contexte de la maladie d'Alzheimer.
et ce, pour plusieurs types de décisions. Autrement dit, l'évaluation des capacités décisionnelles des personnes âgées est aujourd'hui un domaine de recherche à part entière. Et pourtant, ces instruments restent mal connus, peu utilisés. Je trouve que c'est profondément regrettable. D'abord pour deux raisons. D'abord parce que quand on évalue les capacités décisionnelles de manière informelle, il n'est pas rare qu'on commette des erreurs. On risque alors soit de priver une personne qu'il pourrait du droit de se déterminer par elle-même, soit de laisser prendre à une personne des décisions qu'elle n'est en réalité plus capable de prendre. Deuxième raison, peut-être encore plus importante à mes yeux, c'est le fait que ces instruments ne permettent pas seulement d'aider à déterminer si la personne est encore capable de prendre cette décision, ou s'il faut s'en remettre à sa famille, au tuteur ou à la personne de confiance. Ils pourraient et ils peuvent également permettre de comprendre pourquoi la personne a du mal à prendre la décision, si c'est un trouble, des difficultés de compréhension, d'appréciation, de raisonnement, et ça pourrait ainsi permettre au tiers de mieux aider la personne à prendre les décisions. J'en viens à la seconde partie de mon exposé, à la question de savoir si on peut et comment respecter l'autonomie d'une personne qui n'est plus capable de prendre toute ou partie des décisions qui la concernent. J'illustre cette question par un exemple que j'emprunte à une philosophe américaine, Agnès Jaworska. Madame Rogoff a une maladie d'Alzheimer au stade modéré. Elle a 80 ans. Toute sa vie, elle a eu grand soin de son apparence extérieure et de la manière dont elle se présentait aux autres. Elle avait aussi la réputation d'être une excellente cuisinière, dotée d'un grand sens de l'hospitalité. Comme elle est veuve, sa fille a embauché une gouvernante, Fran, qui s'occupe d'elle avec beaucoup de dévouement. Madame Rogoff passe une grande partie de ses journées devant sa télévision. Elle est très heureuse quand ses petits-enfants viennent la voir et elle leur raconte des histoires qui mêlent des épisodes de sa vie passée et des choses qu'elle a récemment vues à la télévision. Fran, la gouvernante, est régulièrement confrontée à un dilemme. Dois-je habiller et baigner régulièrement Madame Rogoff, notamment le dimanche, quand sa famille vient la voir, alors que le contact de l'eau lui est devenu désagréable et qu'elle voudrait passer ses journées en chemise de nuit. Madame Rogoff n'est pas en maison de retraite, donc la question n'est pas de savoir si elle risque d'accommoder les autres résidents. Elle ne courrait pas de danger majeur en restant en chemise de nuit ou en ne faisant qu'une toilette sommaire. Si Fran a un cas de conscience, c'est pour une autre raison, c'est parce qu'elle se demande quelle serait l'attitude la plus respectueuse. Pour respecter Madame Rogoff, dois-je me fonder sur son opposition actuelle à être baignée et habillée, ou dois-je prendre en considération le fait que par le passé, avant d'avoir la maladie d'Alzheimer, elle a toujours pris grand soin de la façon dont elle se présentait aux autres. Pour le philosophe américain Ronald Dworkin, quand on se demande si une personne est capable d'autonomie, il ne faut pas se demander si elle est capable de prendre telle ou telle décision. Pour lui, la capacité d'autonomie est une capacité beaucoup plus générale, beaucoup plus diffuse. Vivre de manière autonome, c'est vivre conformément à ses valeurs, à ses convictions. C'est agir, dit-il, d'après son caractère. Pour être capable d'autonomie, il ne faut donc pas seulement avoir des intérêts immédiats, des choses qui me causent du plaisir et d'autres du déplaisir. Il faut avoir des intérêts critiques, des choses auxquelles je tiens, qui me définissent et qui montrent le genre de vie que j'ai choisi. Dworkin cite en exemple le patriote, prêt à mourir pour son pays, ou le bon père de famille, soucieux de la sécurité matérielle de ses proches. À un certain stade de la maladie d'Alzheimer, dit Dworkin, les personnes n'ont plus la notion de leur vie dans son ensemble, d'un passé lié à un présent, lié à un futur. On ne peut donc plus dire qu'elles ont et agissent d'après un caractère. Bien sûr, elles continuent d'avoir des intérêts immédiats, mais elles n'ont plus d'intérêt critique, elles ne sont plus compétentes, dans le langage de Dworkin, c'est-à-dire plus capables d'autonomie. À Fran, la gouvernante de Madame Rogoff, Dworkin dirait donc deux choses. Premièrement, quand une personne n'a plus que des intérêts immédiats, ce n'est pas respecter son autonomie que d'accéder à ses demandes et de céder à ses refus. Car ces demandes et ces refus ne sont pas l'expression d'une autonomie, mais seulement, pour Dworkin, des manifestations de plaisir et de déplaisir. On peut bien sûr en tenir compte, mais alors on ne peut pas se prévaloir de respecter l'autonomie de la personne. On peut seulement dire qu'on a fait preuve de compassion ou d'humanité, ou réduit l'anxiété ou l'inconfort de la personne, ce qui n'est pas rien. Deuxièmement, Madame Rogoff n'est plus capable d'autonomie, dit Dworkin, mais elle l'a été. Et ce n'est pas parce qu'elle n'a plus conscience de ses intérêts critiques que ceux-ci n'existent plus. Les intérêts critiques qui étaient les siens par le passé continuent de s'imposer.
Fran pourrait donc penser, en lisant Dworkin, que ce qu'elle doit faire, c'est baigner et habiller Madame Rogoff, puisque celle-ci a toujours, par le passé, été attentive à son expérience. Mais, dit Dworkin, quand on procède ainsi, à partir de l'histoire de vie, on spécule. On essaye d'imaginer ce que Madame Rogoff aurait fait ou aurait voulu. Or, c'est un exercice extrêmement périlleux. Idéalement, il vaudrait mieux se fonder sur des préférences explicitement exprimées, oralement ou par écrit, par exemple dans des directives anticipées. Pour Agnès Jaworska, puisque vivre de manière autonome, c'est mener une vie conforme à ses valeurs, il n'est pas nécessaire pour être capable d'autonomie d'avoir, comme le voudrait Dworkin, la notion de sa vie comme un tout. Il faut et il suffit d'avoir d'authentiques valeurs et non pas de simples désirs. Ce que Jaworska appelle des valeurs, ça peut être des choses très concrètes. C'est tout ce qui compte pour moi, tout ce à quoi je suis vraiment attaché. Ça peut être le fait de venir en aide à ses semblables, ça peut être une amitié, ça peut aussi être une activité comme le jardinage, si l'estime de soi de la personne en dépend. Pour Jaworska, les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer continuent longtemps d'avoir des valeurs. Par exemple, Madame Rogoff attache manifestement beaucoup d'importance à recevoir sa famille à déjeuner le dimanche et au fait d'avoir des relations riches avec ses petits-enfants. Ce que la maladie d'Alzheimer fragilise en premier lieu, dit Jaworska, c'est seulement la faculté des individus à actualiser leurs valeurs, à traduire leurs valeurs dans leur vie. Mais, dit-elle, il s'agit là de quelque chose qui est finalement assez secondaire dans la capacité d'autonomie, puisque Fran peut très bien aider Madame Rogoff à préparer le repas, ou l'associer à la préparation du repas, le préparer avec son aide. Donc le noyau, l'élément central de l'autonomie pour Jaworska, ce sont les valeurs de la personne. Pour elle, le vrai dilemme moral dans la situation que je vous ai décrite, il n'est pas entre les désirs de Madame Rogoff et ses valeurs antérieures, il est entre ses désirs et ses valeurs actuelles. Tant que Madame Rogoff continue de valoriser des choses, il n'y a pas lieu de prendre en considération les valeurs qui étaient les siennes par le passé. En revanche, si elle est trop négligée, quand ses petits-enfants viennent la voir, ils risquent de lui rendre visite moins souvent. Or, elle est très attachée aux relations qu'elle a avec eux. Jaworska ne dit pas à Fran ce qu'elle devrait faire, mais elle observe que les malades d'Alzheimer ne sont au fond pas si différents de nous. Après tout, nous aussi, nous sommes constamment en train d'essayer de trouver un terrain d'entente entre nos valeurs et nos désirs, entre les choses qui nous sont directement agréables et celles auxquelles nous tenons par ailleurs. Dworkin a donc montré que la capacité d'autonomie pouvait survivre à la capacité décisionnelle, et Jaworska nous montre que ce que signifie respecter l'autonomie dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Ordinairement, respecter l'autonomie d'autrui, cela suppose pour l'essentiel de ne pas faire ingérence dans ses choix, de ne pas trop se mêler de sa vie. Ici, vous voyez que cela exige beaucoup plus de la part des tiers. Ça exige d'une part qu'ils apprennent à discerner les valeurs de la personne, et d'autre part, à suppléer les troubles des fonctions exécutives pour aider la personne à traduire ses valeurs dans sa vie. J'en viens à ma conclusion. D'un point de vue pratique, les analyses précédentes ont un double intérêt. Le premier, c'est qu'elles suggèrent une ligne de conduite et qu'elles nous donnent une représentation schématique de ce que la maladie d'Alzheimer fait à la capacité d'autodétermination morale. D'un point de vue pratique, il faudrait toujours partir de la présomption de compétence. Ensuite, si l'on a des raisons légitimes de douter de la capacité de la personne à décider, il faudrait s'aider d'instruments permettant de l'évaluer. Si les capacités décisionnelles sont trop altérées, des tiers entrent en jeu, d'abord pour assister la personne dans sa ou ses décisions, puis pour décider à sa place. Mais il devrait alors essayer de prendre en compte les valeurs de la personne, ses valeurs actuelles, et toujours rechercher son assentiment à défaut d'un authentique consentement. Ce n'est qu'en l'absence de valeurs pertinentes pour la décision qui est à prendre que les tiers devraient se baser sur les préférences antérieures de la personne en privilégiant, quand elles existent, les préférences explicitement exprimées. Et c'est seulement quand il n'y a aucune préférence connue qu'ils devraient considérer uniquement le bien-être et la sécurité de la personne. Si vous réfléchissez en creux à ce que ce déroulé raconte, c'est moins une ligne de conduite, mais si vous entendez en creux, ça montre que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la maladie d'Alzheimer est loin d'abolir tout d'un coup l'autonomie de la volonté. Elle fragilise évidemment la capacité d'autodétermination,
mais cette fragilisation est le plus souvent très progressive. Même lorsque la personne a perdu la faculté de décider, elle reste longtemps capable de donner des indications sur les principes qui devraient gouverner sa vie. Du point de vue philosophique, il est intéressant de confronter ces analyses aux trois sens de l'autonomie que je distinguais en commençant. Cela permet de mettre en évidence les limites de la position de Dworkin et Jaworska. Premièrement, Dworkin a raison de dire que la capacité d'autonomie ne se réduit pas à la capacité décisionnelle. Quand les cliniciens évaluent la capacité d'un individu à décider, ils évaluent en réalité une aptitude fonctionnelle, sa capacité à prendre une décision sans l'aide d'autrui. En revanche, quand elle dit que Mme Rogoff, dans la mesure où elle continue d'avoir des valeurs, reste capable de poser les principes qui devraient gouverner sa vie, Jaworska parle bien de l'autonomie au sens moral. Les philosophes ont raison de dire que ces deux choses, l'autonomie morale et fonctionnelle, sont distinctes, mais je crois qu'ils ont tort quand ils disent que l'autonomie fonctionnelle est disjointe et secondaire par rapport à l'autonomie morale. Car pouvoir traduire soi-même ses valeurs dans sa vie n'est pas du tout secondaire. Je crois même que c'est un trait essentiel de l'autonomie, ne serait-ce que parce que ça me rend libre de ne pas toujours prendre des décisions conformes à mes valeurs, de parfois céder à mes désirs ou à mes envies. Autrement dit, même quand on réfléchit philosophiquement à la notion d'autonomie, on n'a pas besoin, il n'est pas bon de négliger sa dimension fonctionnelle. Deuxièmement, s'il est vrai que les cliniciens qui évaluent les capacités décisionnelles évaluent en réalité des aptitudes fonctionnelles, ce n'est pas le cas des instruments dont je parlais tout à l'heure. Comme on l'a vu, ces questionnaires reposent sur des critères tirés de la jurisprudence. Autrement dit, ils intègrent la manière dont la société américaine définit qui, parmi ses citoyens, peut et doit se voir retirer le droit de décider par lui-même. Autrement dit, il ne faut pas non plus négliger la dimension sociétale de l'autonomie. Ce serait une double erreur. D'une part, parce que la manière dont une société donnée définit le pouvoir d'action des individus conditionne fortement leur autonomie globale. Pensez aux esclaves dans la Grèce antique. La plupart d'entre eux avaient les capacités fonctionnelles nécessaires pour prendre des décisions. Ils avaient certainement des valeurs. Ils auraient pu mener le genre de vie qu'ils avaient voulu, si seulement ils avaient été libres. D'autre part, ça nous montre que ce n'est pas aux philosophes ni aux cliniciens de dire à qui, dans une société donnée, on peut retirer le droit fondamental de décider pour lui-même. Il est vrai que dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, les médecins et les familles restreignent spontanément l'éventail des choix que la personne peut faire quand ses capacités de discernement et de jugement diminuent, mais en toute rigueur, seul un juge a l'autorité et la légitimité de retirer à la personne le droit d'exercer elle-même sa liberté de choix. Ces trois sens de l'autonomie ne désignent donc pas des choses différentes, mais bien des dimensions complémentaires d'une seule et même chose. Ça montre qu'il y a plusieurs moyens de promouvoir l'autonomie des personnes. On peut le faire comme Fran, en étant à l'écoute des valeurs de la personne et en essayant d'arbitrer au mieux entre ses valeurs et ses désirs. On peut aussi le faire en passant par le bas, par une réforme du droit qui augmente le pouvoir d'action des individus dans la société, par exemple en instaurant la possibilité de rédiger des directives anticipées, de désigner une personne de confiance, ou en affirmant, comme la réforme des tutelles de 2007 l'a fait, que les mesures de protection juridique doivent être basées sur un certificat médical circonstancié et que même les majeurs sous tutelle peuvent être autorisés, dans certaines conditions, à voter et à tester. En outre, comme le pouvoir d'action des personnes malades dépend évidemment de leurs aptitudes fonctionnelles, les efforts qui sont faits par vous, les professionnels, pour compenser, retarder ou prévenir la perte d'autonomie fonctionnelle participent pleinement de la promotion de l'individu. C'est mon dernier mot. Envisager l'autonomie fonctionnelle, morale et sociétale comme trois dimensions d'une autonomie plus globale permet enfin de ne pas sacraliser la valeur d'autonomie, de ne pas en faire une sorte de souverain bien, ce qui n'aurait pas de sens, surtout dans le contexte de la maladie d'Alzheimer. Garder à l'esprit l'interdépendance de ces trois dimensions est un garde-fou. Cela permet de comprendre, par exemple, qu'un programme de réhabilitation fonctionnelle, en haut, n'a de sens que si ses objectifs sont partagés par la personne et qu'elles font sens au regard de ses valeurs, au milieu. Cela permet également de comprendre que chacun doit rester dans son rôle, en particulier que le juge qui a statué sur la nécessité d'une mesure de protection a certes besoin que la famille et les médecins le renseignent sur le degré d'autonomie fonctionnelle de la personne, mais qu'en dernier ressort, c'est à lui et à lui seul d'apprécier l'opportunité de la mesure. Respecter l'autonomie des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer n'est donc pas
contrairement à ce qu'on pourrait penser un objectif illusoire. Mais cela demande bien plus qu'une non-ingérence, ça demande un véritable engagement individuel et collectif aux côtés des personnes. Et cela suppose de ne jamais dissocier les 3 dimensions de l'autonomie. Il n'y a qu'à ces 2 conditions qu'on peut, en respectant l'autonomie des personnes malades, respecter aussi leur dignité. Vous trouverez les références des travaux que j'ai cités dans l'ouvrage que j'ai fait paraître en 2009 aux Presses universitaires de France. Si vous voulez poursuivre dans quelques semaines les réflexions qui seront menées ici, vous pouvez assister au colloque organisé par Sciences Po à Aix le 18 novembre prochain. Et si vous êtes intéressé plus largement par l'actualité de la maladie d'Alzheimer, sachez que vous pouvez vous abonner gratuitement à la revue de presse nationale et internationale de la Fondation. Je vous remercie. Merci. Alors, je prolongerai la partie publicitaire pour dire que Fabrice, sur le site de l'EREMA, nous fait également une revue de presse éthique. Donc, vous avez toute la sélection qui est faite avec la Fondation Médéric Alzheimer et qui est de grande qualité. Que les textes des différents intervenants, parce que tout le monde n'est pas familier au discours de Fabrice Zil, il a dû être un peu rapide dans ses propos. Donc, vous pourrez retrouver les textes, vous trouverez les interventions. Et dans quelques jours, je crois d'à peu près 3 jours après l'université d'été, il y a une newsletter spéciale. J'espère que vous êtes abonnés à la newsletter, c'est gratuit. Pour les gens qui ne le seraient pas, vous laisserez votre email à la sortie. Et donc il y aura une newsletter spéciale qui va reprendre tous les temps forts d'un point de vue écrit. Ça pour dire que ne soyez pas angoissés, n'attrapez pas des crampes à vouloir noter absolument tout au fur et à mesure. Laissez-vous imbiber par l'ambiance générale.